Merci infiniment de cette introduction très complète. J'aimerais également remercier beaucoup le maire et toute son équipe de cet accueil, puisque c'est en l'espace de 2 ans ma deuxième visite et la deuxième fois que j'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir intervenir dans cette salle. Donc j'aimerais vous remercier de cette fidélité, de ce respect que l'on partage par votre présence et que vous manifestez, mais également dans le dialogue que nous avons pu avoir et dans le suivi que vous me permettez d'avoir de vos travaux et de vos projets et même de certaines de vos décisions concernant la réalité de la Réunion et en même temps de ce que vous essayez de faire au niveau de la localité. Ce que j'aimerais faire ce soir, dans le temps qui m'est imparti, vous imaginez bien qu'en 45 minutes à 1 heure d'intervention, parler des grands défis de notre époque, c'est un défi tout à fait qui dépasse les capacités ou mes capacités intellectuelles, ou en tout cas le temps ne me permettrait pas d'observer ou de questionner notre époque de façon exhaustive. Néanmoins, ce que j'aimerais faire, c'est ouvrir un certain nombre de réflexions sur un certain nombre de chantiers et vous demander à vous qui êtes des Réunionnais dans le pluralisme de cette société qui est la vôtre. Vous êtes Réunionnais avec des appartenances qui parfois et des présences qui sont centenaires voire millénaires, et puis des mémoires qui sont différentes avec de nouveaux citoyens, de nouvelles personnes, de nouveaux citoyens et de nouvelles présences, puisque la société réunionnaise, sous vos yeux, est en train de changer, elle est en train de s'enrichir. Certains pourraient avoir la tentation de penser qu'elle se perd, alors qu'en fait elle s'enrichit et y gagne. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est que ces défis qui nous sont communs, vous les observiez non pas en niant votre appartenance, mais de là où vous êtes. En d'autres termes, le défi de l'époque, il n'est pas un défi qu'il faut théoriser pour tous au-delà de nos têtes, mais qu'il faut intérioriser en chacun dans le quotidien de nos vies. Et donc ce que j'aimerais, c'est vous proposer un voyage dans les grands défis de l'époque, mais à partir de là où vous êtes, à partir de la société dans laquelle vous vivez et à partir de vos appartenances, qu'elles soient religieuses, que vous soyez hindou, chrétien, musulman, que vous soyez athée ou agnostique. Vous êtes réunionnais, vous vivez dans ce pays, ou même pour ceux qui sont de passage. La question, c'est comment réfléchir les grands défis de notre époque à partir de là où nous sommes, non pas pour les penser dans la théorie, mais pour les approcher dans le caractère pratique et dans notre engagement personnel, individuel, qu'il soit collectif, qu'il soit individuel, qu'il soit intellectuel, social ou économique. Première des choses que j'aimerais dire à titre d'introduction. Est-ce que vous m'entendez bien, en fait, parce que j'ai l'impression que ça résonne. Vous m'entendez bien, au fond ? Ouais, c'est ce que je pensais. On ne nous entend pas bien. Vous m'entendez mieux, au fond ? Très bien. Donc, simplement à titre d'introduction, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est 2 choses. Si l'on regarde la série de défis qui vont être les nôtres à notre époque, aujourd'hui, ce que nous vivons, ils sont la traduction, voire même la conséquence de 2 phénomènes qui sont concomitants et apparemment contradictoires. Concomitant, ça veut dire qu'ils se passent exactement au même moment et que l'un nourrit l'autre et l'autre est la conséquence de l'un et réciproquement. C'est-à-dire que c'est comme l'œuf et la poule dans la vieille question philosophique. En d'autres termes, nous vivons aujourd'hui une époque que nous nommons, pour faire court depuis un certain nombre d'années, la globalisation. La globalisation, on peut la rejeter, on peut même penser à une autre globalisation. Vous savez que les altermondialistes, qui d'abord étaient des anti-mondialistes, étaient d'abord s'opposer à la mondialisation, puis ensuite on pensait qu'il fallait une autre mondialisation. Mais de toute façon, la globalisation. En anglais, le terme que l'on emploie, c'est globalisation. Certains penseurs ont fait la différence entre globalisation et mondialisation. Je ne vais pas rentrer dans ces spécificités linguistiques, voire idéologiques, mais la globalisation est un fait. Que vous le vouliez ou non, même vous, ici à l'île de la Réunion, la pensée insulaire ne peut pas survivre sans être en
interactivité avec la pensée globale. Vous êtes habité désormais par la pensée globale et celle-ci se traduit essentiellement selon trois tendances majoritaires, mais pas seulement. La première, bien entendu, c'est la globalisation et qu'on a commencé à la penser de cette façon, c'est la globalisation économique. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, ce qui fut à un moment donné l'État-nation qui pouvait gérer une partie de ses économies, avec les dernières décennies, tout ceci a éclaté. L'économie mondiale a raison des économies nationales. Et qu'on peut après, d'un point de vue identitaire, espérer revenir à des économies nationales ou avoir des replis économiques, comme vous l'entendez, c'est un certain nombre de partis d'extrême droite en Europe aujourd'hui, ne serait-ce par exemple que par rapport à la question de l'euro, que par rapport à l'économie. On a un phénomène aujourd'hui de globalisation dont la première traduction est celle de la globalisation économique, qui fait en sorte, cette globalisation économique, elle a un impact sur tous les processus politiques de tous les pays. On ne peut plus penser la démocratie, on n'a jamais pu le faire, mais à plus forte raison maintenant, on ne peut plus penser les dynamiques démocratiques et politiques sans tenir compte des réalités économiques qui sont aussi le substrat de la puissance. Deuxième élément de cette... Vous m'entendez toujours au fond? Donc tant que vous ne plaignez pas, je continue. Deuxième élément, on le sait, qui est directement lié à cet impact de la globalisation économique, c'est la globalisation de la culture. D'ailleurs, même pour certains, dans les résistances du Sud global, de ce qu'on appelle de Global South, il y avait cette idée, en fait, la globalisation, c'est un autre nom de l'occidentalisation. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais pourtant, ce qu'on doit reconnaître, c'est que la globalisation, elle a une traduction qui est celle de la culture globale, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, les espaces ou les sources de production de la culture vont se répandre partout dans le monde. La culture occidentale est dans tous vos salons, la culture dominante est dans tous vos espaces, de la télévision à vos téléphones et à tous les moyens. Donc cette culture globale, c'est une réalité. Vous pouvez le regretter, vous pouvez le rejeter, c'est un fait. La culture globale, la culture mondiale est une des traductions de la globalisation qui elle-même épouse la réalité de l'économie globale. Troisième des éléments qui est lié à ceci, c'est la globalisation des moyens de communication. Et vous voyez bien l'interdépendance de ces trois éléments-là. C'est aujourd'hui ce que l'on sait, dont on parle très très rapidement, les réseaux sociaux, Internet, la communication, les autoroutes de la communication comme on les appelait auparavant, et qui vont eux être les moyens tant des flux financiers qui vont plus vite et bien plus vite que tout ce qu'on pouvait imaginer, avec également de l'autre côté la culture mondiale et la culture dominante, si l'on peut dire. Mais je n'utiliserai pas ce terme, c'est l'uniformisation aussi par ces moyens-là d'une certaine façon de considérer la culture ou de vivre cette culture. Trois réalités de cette globalisation entre l'économique, la communication et le culturel. Ça, c'est pour faire court parce que nous n'avons qu'une heure. Nous pourrions prendre l'ensemble de la conférence uniquement sur ces trois thèmes. Mais je n'ai pas le temps. C'est juste pour mettre en évidence ceci. Et ce qui est la contrepartie de ceci, la conséquence de cette réalité-là, est une chose tout à fait contradictoire en apparence, et c'est ce que je vous disais, l'œuf ou la poule ou l'œuf, c'est la réalité du repositionnement identitaire. À mesure que la globalisation économique a remis en cause les anciennes entités qui faisaient nos identités d'appartenance, c'est-à-dire l'État-nation, c'est-à-dire le pays, c'est-à-dire ma participation, que je puisse me sentir réunionnais ou que je me sente français, eh bien nous avons eu une hypertrophie de la résistance identitaire ou de l'affirmation identitaire. Et l'affirmation identitaire, c'est ce que nous voyons, vous avez pu voir dans le livre, tous ces livres qui sont sortis et qui parlent de ceci comme un des éléments problématiques de nos sociétés.
que ce soit les identités meurtrières de Amin Malouf, que ce soit la question des identités telles que l'a posée Amartya Sen, le prix Nobel d'économie. Il y a quelque chose qui se passe dans nos sociétés quand nos anciens repères se perdent dans la globalité. La réaction identitaire est une réalité sociale que l'on voit partout. Elle ne se voit pas simplement en Occident, contrairement à ce que l'on dit. Ce n'est pas simplement quelque chose que l'on voit aujourd'hui aux États-Unis ou en Europe. Allez en Afrique et la revendication identitaire est exactement la même. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé, qui est en train de se passer aujourd'hui au Congo, sont aussi des réactions identitaires. Se refermer autour de son identité quand on a l'impression qu'au nom de la globalité ou de la globalisation, eh bien, nous sommes perdus, que nous ne savons plus qui nous sommes. Et cette réalité, un des grands défis, alors ça c'est l'image en amont de ce qui est en train de se passer, vous l'avez jusqu'à la Réunion, et vous l'avez jusqu'en France, et vous l'avez jusqu'en Europe, toutes ces réactions qui remettent en cause qui sommes-nous finalement, comment nous définissons-nous. Chaque fois qu'il peut y avoir une crise sociale, ou qu'il peut y avoir une tension entre apparemment des appartenances qui ne sont pas les mêmes, la question revient, c'est de se définir. Nous sommes dans l'ère d'une globalisation qui a produit l'émergence de l'identité négative. L'identité négative n'est pas une identité de l'être qui s'épanouit dans sa diversité, mais qui se définit dans l'altérité. Je me définis par rapport à l'autre. Je ne suis pas l'autre. Et l'autre va me servir surtout à unir mes rangs. Plus je sais qui est l'autre, plus je peux dire, plus je peux définir qui je suis. Cette identité négative, elle est la réponse du repli par rapport à ce qui fut et ce qui est et ce que l'on observe, une globalisation générale. Et donc, on a aujourd'hui l'un qui produit l'autre et l'autre qui produit l'un, à savoir des replis politiques, des replis culturels, des replis tous traduits dans le repli identitaire, à mesure que la globalisation est aujourd'hui en train de s'installer. Ayant dit ça, on est pris aujourd'hui en phase de tension. Parce qu'il est facile aujourd'hui d'être assis dans une salle comme celle qui nous reçoit ici, cette très belle salle, et puis d'avoir l'esprit ouvert en se disant que oui, nous sommes pour l'universel commun. Ce n'est pas pareil quand vous sortez de la salle et que vous faites face à des réalités, des rues qui changent parce que la société a changé, que vous faites face au chômage et que vous pouvez avoir des discours qui vous disent « nous avons la solution ». Le fait du chômage, c'est l'autre. C'est celui qui vient prendre votre pas. Les anciennes rengaines que nous entendions des partis xénophobes qui vont jouer au cœur de la globalisation sur l'élément identitaire et qui va donner des réponses simples à des questions très complexes. Donc il est facile d'être ouvert, assis sur une chaise quand on ne fait pas face aux problèmes sociaux, quand on n'est pas dans les vraies questions sociales. Et c'est de là où je vous demande de réfléchir aussi à ces grands défis qui sont les défis de notre époque. Non pas pour les voir de haut comme quelqu'un qui les dépasse, mais pour les voir en face, comme quelqu'un qui veut les gérer. Les grands défis demandent le courage de leur gestion et non pas simplement la passivité de leur observation. Et trop souvent, nous sommes intellectuels ou politiques ou profession libérale en train d'observer les problèmes et de théoriser sur un monde qui va mal, mais pas forcément d'avoir le courage de regarder en face de ces réalités. Et de nous tous, de là où nous sommes, de nous reconvoquer, de nous réconcilier avec nos principes, parce qu'encore une fois, dire l'humanisme, dire les droits de l'homme, dire le refus du racisme, c'est une chose. Vivre en cohérence concrète, c'est-à-dire en cohérence active, dans un monde où ces principes-là sont tous les jours de notre vie trahis, suppose un courage de la conscience, un courage du politique, un courage du citoyen. Sans courage, vous trahissez vos principes et ne faites que les dire avec la voix, non pas les vivre avec la société. Et donc aujourd'hui, nous avons besoin de personnes qui traduisent ceci. Et là, je ne parle ni à des citoyens qui seraient catholiques, hindous, musulmans, je parle aux êtres humains que nous sommes,
frères en humanité, parce que ça c'est le plus important pour nous. Il y a une chose qui est réelle, que vous le vouliez ou non, quelle que soit la couleur de votre frère, que vous l'acceptiez ou non, il est, au-delà de tout ce que vous pourrez dire, votre frère et votre sœur en humanité. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit basané, qu'il soit de quelque origine qu'il soit et de quelque statut social, commencez par le premier élément de la dignité, frères et sœurs en humanité. Et donc une fois qu'on a dit ça, on commence maintenant ce cheminement au travers d'un certain nombre de défis. Le premier défi auquel nous faisons face aujourd'hui est un défi qui est celui, par exemple, dont on avait discuté avec Edgar Morin dans le livre que nous avons fait ensemble. La dernière fois que j'étais venu, nous ne l'avions pas terminé, nous ne l'avions même pas fait, mais sur lequel nous nous sommes reconnus. Lui, de tradition et d'origine juive athée, et qui parle avec un autre être humain. Et mon dernier livre, je le lui dédie à Edgar Morin, frère en humanité. Parce que j'ai rencontré non pas simplement un intellectuel que je respecte, j'ai rencontré un frère sur lequel nous avons parlé de la fraternité, du pardon et de l'exigence. Et il y a une chose sur laquelle nous étions d'accord comme l'un des plus grands défis, c'est la question du sens, c'est la question des finalités. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, quand un monde explose dans la globalisation par la surdétermination des moyens, vient se poser la question, les moyens pourquoi? Quelle finalité? Que voulons-nous réaliser? Et le premier des espaces sur lesquels nous devons nous arrêter, il vient où? Quel est le grand défi où nous voyons toutes sociétés confondues, du nord les plus industrialisées des sociétés, au sud les plus pauvres des sociétés, est celui de l'éducation. Vous éduquez vos enfants, pourquoi? Quelle est la finalité de l'école? D'être des êtres qui sont des instruments d'une économie en marche ou des sujets d'une vie et d'un respect de la vie. Est-ce que notre éducation, elle est une éducation qui produit les instruments d'une machine ou la conscience d'une humanité, de frères et de sœurs en humanité? C'est une question essentielle. Et nos réformes scolaires sont surtout structurelles. Nous n'arrêtons pas de réformer les structures scolaires et nous manquons à l'appel de questionner les programmes scolaires, le contenu de la scolarité, les ordres, parce qu'on ne peut pas continuer pendant des années à garder les mêmes ordres comme s'ils étaient toujours les mêmes. Un jour doit venir où nos consciences sont interpellées. Qu'enseignons-nous à nos enfants? Dis-moi ce que tu enseignes, je serai ce que tu attends de moi. Parce que, à partir d'un certain moment, on a l'impression, regardez ce qui est en train de se passer. La première économie du monde, même si elle est complètement endettée, dans son programme d'école secondaire jusqu'aux universités, qui finance les universités américaines aujourd'hui? Des multinationales. Et vous pensez qu'ils donnent de l'argent gratuitement parce qu'ils veulent des esprits libres? Non, ils veulent des esprits qui répondent aux besoins du marché. Et donc ça veut dire que si nous ne questionnons pas le sens, le marché prendra le sens là où notre conscience n'aura pas mis de sens. Un grand défi. C'est un grand défi qui nous interpelle tous. Vous pouvez être croyant ou non, si vous ne posez pas cette question-là, la question des finalités, eh bien, nous ne posons pas les vraies questions de l'école. Et chaque maman, chaque papa, quand il voit son fils ou sa fille entrer dans le système scolaire, s'il n'a pas ce doute sur la scolarité, eh bien, il est bien aveugle, ou elle est bien aveugle. Ou alors il est très optimiste. Parce qu'à partir d'un certain moment, ce sont ces questions-là qu'il faut poser et qui se posent à nous. Donc c'est la question de l'éducation. Mais c'est aussi une autre question que nous avions aussi abordée et qu'il faut aborder, c'est toute la question des sciences et des savoirs. Parce que être et développer aujourd'hui un savoir aussi puissant, jamais le savoir n'a été aussi pourvu de moyens aujourd'hui. Nous avons un savoir extraordinaire et qui va très très loin. Si vous voyez aujourd'hui, j'étais dans un colloque où on parlait de la question du génome humain, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. On va pouvoir parvenir à vous donner une médication qui est liée à votre problème, l'individualisation de la question de la médecine pour la personne. Ça, c'est des instruments extraordinaires, mais vous vous rendez bien compte, c'est que la puissance du bien est inversement proportionnelle au pouvoir de faire une science sans conscience.
c'est-à-dire une science qui est tellement spécialisée, où vous avez des gens qui peuvent aujourd'hui produire en termes technologiques et scientifiques des hommes assis devant un ordinateur en Californie, envoyant des drones au Moyen-Orient et tirant à vue sur tout ce qui bouge, innocent ou coupable. Et donc ça, c'est notre technologie. Et notre technologie, elle nous envoie la finalité des sciences. Toutes ces sciences, quelles sont leurs finalités? Qu'allons-nous développer? Et là, c'est une question qui est très importante pour chacun d'entre nous. À partir d'un certain moment, certains d'entre vous, vous allez rentrer dans des domaines de l'économie, dans des domaines des sciences, et ça pose la question des finalités des sciences. Et ça, c'est un des grands défis qui touche les sociétés occidentales, comme toutes les sociétés. Nous avons le même défi ici, c'est la fragmentation des savoirs. Nous avons aujourd'hui des gens très spécialisés dans leur domaine, mais qui ne questionnent plus les finalités du domaine général. Aujourd'hui, on produit, par rapport à la médecine, des instruments qui permettent de nous traiter comme organes, mais pas vraiment comme personnes humaines. La médecine, aujourd'hui, est en train de développer une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on traite les maladies, les organes. Mais finalement, la vraie question qu'on devrait poser sur la finalité des sciences médicales, par exemple, qu'est-ce que c'est que la personne humaine? Qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé? C'est pas avoir mal, c'est pas avoir la douleur, au point aujourd'hui qu'on peut produire des malaises pour vendre le médicament. Donc en l'occurrence, ce sont des questions de fond, ceci, qui nous touchent tous. Et là, ce sont des questions sur lesquelles nous avons un grand défi. En d'autres termes, la question du sens. Et s'il y a une question que les spiritualités questionnent, hindoues, bouddhistes, chrétiennes, juives, athées même, agnostiques, c'est là où on devrait se retrouver. Si j'ai une question, moi, de là où je me trouve, dans ma singularité de croyant, c'est de poser la question des finalités. Je dois partager avec tous ceux qui ont une conscience, la conscience que l'on va impliquer ou avec laquelle on va s'adresser aux sciences contemporaines. Une conscience humaine qui questionne les sciences contemporaines. Ça devrait être quelque chose sur laquelle nous nous rencontrons. Au lieu de passer notre temps à nous poser la question de savoir si on va vivre ensemble, on n'a pas le choix, c'est fini, cette question-là, c'est une distraction stratégique pour des personnes qui ont le temps de débattre de rien. On va vivre ensemble, et on va vivre ensemble, et nos enfants, ils vont vivre la même chose que ça, c'est-à-dire des sciences aujourd'hui qui sont en train de nous faire avancer sans que nous ayons la conscience de leur gestion. Ça, c'est les vraies questions. Et ça veut dire l'éducation dans les écoles. Ça veut dire comment ensemble on va vivre dans l'éducation de nos enfants, l'instruction de nos enfants, leur donner les équipements, les instruments de leur autonomie. Non pas qu'ils deviennent les objets des sciences, mais les sujets qui donnent du sens à la science. Non pas les objets des sciences, mais les sujets qui donnent du sens à la science. Est-ce que ça n'est pas... Et là, aujourd'hui, ce sont nos défis contemporains. Et vous, ici, sur l'île de la Réunion, c'est un défi qui est le vôtre, à ne pas poser ces questions. Ces questions vont s'occuper de vous. Elles vont s'occuper de vous. Elles vont s'occuper du manque de conscience d'êtres humains aujourd'hui qui sont en train de passer à côté des vraies questions. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question de savoir est-ce qu'on s'accepte ou pas. Mais tu crois que tu as le temps de m'accepter ? Est-ce que tu crois que c'est la vraie question? Est-ce que c'est ça le plus important aujourd'hui quand on a de tels défis devant nous? Ça, c'est un premier élément et c'est un grand défi. Et je commence par le haut pour venir à une autre question qui vient immédiatement de ceci et qui est liée à cet autre élément, c'est celui du pluralisme. Aujourd'hui, nos sociétés sont pluralistes et partout dans le monde, dans les régions les plus éloignées, votre pensée insulaire qui vous a protégé des vagues migratoires, c'est terminé. L'île de la Réunion, vous êtes une société pluraliste. Alors, on a le choix. Ou on comprend que le pluralisme, c'est une erreur de l'histoire, ou est-ce qu'on comprend que c'est la richesse de l'humanité? C'est aussi simple que ça. Une richesse, une erreur de l'histoire, on s'est trompé, il faut qu'on revienne en arrière, ce que nous disent tous les partis populistes d'extrême droite. Revenons en arrière, refermons-nous, ou alors on comprend que ça c'est une erreur de l'histoire, ou on se dit c'est une richesse de l'humanité. Ce que nous sommes en train de vivre, ça va être difficile, mais c'est une richesse. Et pour en faire une richesse, il faut que nous traversions et que nous opérions une révolution intellectuelle. C'est que nous nous regardions différemment. Et ça veut dire ceci, dans un premier temps, c'est de comprendre que notre fraternité humaine, elle est basée sur la diversité. Et dans toutes nos écoles de pensée, appeler chacun
quand il est musulman, à comprendre une chose, il y a un islam et il y a des interprétations. Et tu ne sauras par rapport à l'islam que véritable musulman quand tu auras compris qu'au nom de cet islam qui est unique dans ses sources, il y a une diversité d'interprétations à respecter. Et la même chose pour le christianisme, et la même chose pour l'hindouisme, et la même chose pour le bouddhisme, et la même chose pour l'humanisme, et la même chose pour l'athéisme, et la même chose pour l'agnosticisme. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être dans une tradition, et que le début du pluralisme commence dans ta famille, le dialogue intracommunautaire. Et que le désastre aujourd'hui des musulmans, c'est cette division qu'il y a entre les sunnites et les chiites, cette incapacité qu'il y a du dialogue, et puis vous allez dans les autres familles et vous apercevez que beaucoup parlent avec d'autres familles qui ne savent plus se parler entre eux. Nous sommes aujourd'hui dans une véritable crise de la gestion du pluralisme, parce que déjà, nous nous enfermons dans nos identités, parce que justement, nous réagissons, ce que je disais par rapport à la globalité. Donc, la question de cette diversité en tant que richesse va demander un investissement. Et l'investissement, il est encore une fois dans l'éducation. Il y a eu aujourd'hui une réflexion autour de la question de la laïcité dans les écoles, toutes ces questions qui sont importantes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas gérer une société pluraliste quand vous la fondez sur l'ignorance de ce que le pluralisme est. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas supposer que des étudiants, que des jeunes vont vivre avec autrui si dans l'enseignement officiel, il n'y a pas un enseignement sur soi et autrui. J'ai bien dit soi et autrui. C'est-à-dire, l'enseignement du fait religieux est une condition sine qua non de la réalité du vivre ensemble. Et qu'il n'y a rien, mais absolument rien, dans ce dispositif éducatif qui soit à l'encontre de la laïcité. En fait, la laïcité, elle impose ceci. Elle n'impose pas l'ignorance du fait religieux qui va créer des tensions, elle impose la connaissance du fait religieux qui va permettre la diversité et le respect des individus. Donc, en l'occurrence, j'ai une petite fatwa personnelle qui consiste à essayer de ne pas applaudir pendant le propos et puis d'essayer de le comprendre, puis qu'ensuite on soit dans le débat les uns et les autres. Mais ce que je voulais dire, parce qu'on n'est pas dans un meeting politique, même si parfois mon expression en donne l'air. Mais c'est juste l'impression. Donc, ce que je voulais dire par rapport à cela, c'est que cette question du pluralisme, elle est de prendre à bras-le-corps la question de la diversité. Elle doit être prise à bras-le-corps dans nos systèmes éducatifs. Elle doit être prise également dans la reconnaissance des changements. Aujourd'hui, chacune et chacun d'entre vous vivant sur cette île, il y a un vrai travail à faire, qui est un travail de réforme de sa façon de penser. C'est fini. Ce qui a été l'homogénéité de la diversité des temps passés est en train aujourd'hui d'évoluer, et il va falloir tenir compte, par exemple, de toute cette nouvelle migration qui est venue s'installer, qui est devenue réunionnaise, qui est devenue française, et qui maintenant participe de cette réalité-là. C'est un nouveau paysage. Et ça veut dire que ceci, il faut le célébrer. Il faut le célébrer. Mais pour le célébrer, il ne faut pas être assis et le célébrer sans les conditions de la célébration. Et les conditions de la célébration, ce n'est pas une espèce de romantisme sur le pluralisme où on vit ensemble, surtout quand on est dans une vie élitiste, ou quand on a son travail, ou qu'on est dans l'élite politique. Non, c'est quand on descend à la base, c'est quand on est avec les vrais problèmes. Ça veut dire que les conditions, c'est effectivement comprendre qu'il y a des conditions objectives, sociales, qui empêchent de célébrer le pluralisme si on ne s'en occupe pas. La question de l'emploi, la question de la justice sociale, la question de la reconnaissance des droits égalitaires de tous. Si on ne s'occupe pas du politique, l'émotif va s'occuper du pluralisme. Mais si on s'occupe des caractères socio-économiques de ces réalités-là, alors le pluralisme prend un sens. Ça commence par une école égalitaire. Et ça se construit ensuite par des vraies politiques de justice sociale, des vraies reconnaissances des droits des citoyens et des résidents. L'un ne va pas sans l'autre. Le pluralisme culturel passe pour être bien géré par des vraies politiques socio-économiques qui font qu'à un moment donné, on ne confond pas le problème socio-économique avec le problème culturel et qu'on n'inverse pas les choses en disant vous avez un problème socio-culturel ou un problème de violence ou un problème de marginalité parce que vous êtes comorien ou parce que vous êtes musulman ou parce que vous êtes ci ou parce que vous êtes ça. À ne pas s'occuper des causes, on finit par se tromper sur les réalités, les conclusions de cette démarche. Et le pluralisme suppose de ce point de vue-là un engagement de tous. Et ça veut dire aussi
Ça veut dire aussi une chose très très importante et qui est liée avec ce qui s'est passé en France, avec la condamnation ferme que vous avez pu entendre, que j'ai pu dire et répéter après les attentats terroristes contre Charlie Hebdo, qui sont à condamner sans absolument aucune autre condamnation que la condamnation absolue, en disant « ça ne peut pas être ». Ayant dit ceci, elle suppose, la société plurielle, que nous comprenions qu'il faut défendre des droits et ne pas accepter les censures. C'est-à-dire, le droit à la liberté d'expression doit être un droit que l'on défend et que l'on respecte. Il y a un élément, néanmoins, qui est particulièrement important et qui va être un des éléments de la compréhension dans toute la philosophie occidentale, et en particulier dans la philosophie française, dans ceux qui ont été les garants de l'ère et de la pensée des Lumières. Et vous les prenez dans l'ordre, que ce soit Voltaire, que ce soit Montesquieu, que ce soit Rousseau, que ce soit Diderot, tous ceux qui ont fait la conscience et la dignité, jusqu'à Victor Hugo, de la pensée française, ont toujours mis en évidence le droit à la liberté de la critique, bien sûr. Mais vous n'en trouverez pas un qui, par rapport à la liberté, n'est pas considéré que dans l'expression de la liberté, il y avait le droit de pouvoir le dire et la responsabilité de savoir comment le dire. Et qu'à partir d'un certain moment, dans une société plurielle, il faut le défendre, ce droit à dire. Mais dans le pluralisme, il faut comprendre, chacun d'entre nous, que nous avons une responsabilité dans l'usage du droit à la liberté. Et cette responsabilité ne suppose pas qu'on ne dise pas ce qu'on pense, mais qu'à un moment donné, on considère que nous vivons dans une société avec des sensibilités, avec des mémoires, avec des histoires, et que à insulter l'autre pour se donner l'impression qu'on a le pouvoir de sa liberté, c'est parfois faire preuve de peu de dignité dans l'usage de cette liberté. Vous m'avez bien compris. Je ne veux absolument aucune loi, pour ce qui me concerne, qui serait contre la liberté d'expression. Mais j'appelle dans une société plurielle à la conscience de la responsabilité, de la façon dont on dit les choses, de la façon dont on s'exprime. Et qu'à partir de ce point de vue-là, il est important que ceux qui se sentent atteints dans leur sensibilité ou dans leur croyance quand la liberté d'expression s'exprime, peuvent appeler autrui à la responsabilité, mais ont le devoir de la distance critique. C'est-à-dire, soit, puisque tel est votre vœu de vous exprimer, exprimez-vous. J'ai, quant à moi, le devoir intellectuel est de reconnaître votre droit et de prendre sur moi et de m'éloigner dans la distance intellectuelle de ce que vous pouvez dire. J'ai le droit librement d'ignorer vos insultes. Donc, en l'occurrence, on va devoir les uns et les autres s'équiper à la gestion de la liberté d'expression, parce que les uns vont l'utiliser comme une arme, les autres vont l'utiliser comme élément de la pensée victimaire, et les deux ont tort. Ceux qui font de la liberté d'expression une arme et ceux qui utilisent la liberté d'expression comme étant l'expression du fait qu'ils sont victimes ont tous les deux tort. Il faut des êtres responsables. Que ceux qui veulent s'exprimer librement et ont envie de tout dire, qu'ils le disent, et ceux qui, de ce point de vue-là, doivent faire face à cette liberté-là, eh bien, s'équipent intellectuellement à prendre la distance nécessaire pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est une co-éducation. Il faut aussi qu'on comprenne que dans cette expression-là, il doit y avoir la responsabilité de savoir user de ses droits, surtout quand on est dans une société plurielle. Il y a une responsabilité. Les droits ne sont pas des armes avec lesquelles on tire à vue, mais aussi des responsabilités qu'il faut savoir gérer. Ça, c'est aussi un des grands défis, c'est le pluralisme. Vient de ce pluralisme aussi une autre dimension, qui est l'une des réalités sur laquelle nous devons nous arrêter. Aujourd'hui, je l'ai dit au départ, nous avons une pléthore de moyens. Et nous nous apercevons aujourd'hui que les moyens techniques, la technologie nous dépassent. Et nous avons une formidable capacité à utiliser des moyens, c'est vrai sur les réseaux sociaux, c'est vrai sur tout ce qui concerne la technologie. Nous avons nos jeunes qui parfois nous dépassent dans l'usage de ces techniques-là, voire même nous sommes dans des réseaux de communication. Ce que l'on sait sur les réseaux sociaux, c'est censé être des réseaux de communication, et vous savez qu'on échange souvent des informations. Est-ce à dire que nous communiquons vraiment? Nous sommes dans un déficit de communication et une pléthore de moyens
de communication, nous sommes dans une pléthore de moyens d'information et que nous ne savons pas. Vous savez que des études américaines ont mis en évidence que la charge d'information que nous recevons quotidiennement aujourd'hui par les nouveaux réseaux sociaux est supérieure à notre capacité intellectuelle à les absorber. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça n'est plus notre intelligence qui gère, c'est notre émotion qui réagit. Et qu'à partir d'un certain moment, la diffusion d'informations à grande vitesse sur nos intelligences produit quelque chose que nous ne maîtrisons plus. Nous devenons émotivement réactifs plutôt qu'intellectuellement intégrant les données. Et ça veut dire qu'on a des moyens tellement puissants qui peuvent déstabiliser nos consciences, nos capacités à prendre le temps. C'est extrêmement difficile quand on vous interpelle sur un événement où vous avez une masse d'informations et vous devriez prendre la distance critique de donner un avis informé. Un avis informé, il doit prendre le temps de la gestion de l'information, de la connexion de l'information et de la réponse. Aujourd'hui, nos moyens techniques sont beaucoup plus rapides que ça, raison pour laquelle beaucoup de politiques disent des bêtises avant d'y avoir réfléchi. Parce qu'ils répondent trop vite. Parce qu'ils répondent trop vite, parce que, alors certains ont compris, ils mettent entre eux et les journalistes un certain nombre de barrières, de façon à ce qu'ils prennent le temps de pouvoir répondre. Mais ça veut dire quelque chose de très important dans nos consciences, c'est comment est-ce qu'on gère ceci. Et là, on s'aperçoit d'une chose. Le caractère inversement proportionnel de notre maîtrise des moyens, où vous avez des jeunes aujourd'hui qui peuvent naviguer à vue sur les services sociaux, et un autre élément qui est inversement proportionnel, qui est l'ignorance de plus en plus importante chez les jeunes et les moins jeunes des profondeurs de la connaissance, et en particulier de l'histoire. Les moyens techniques de l'instant et le délitement de la mémoire de l'histoire. Et ça, c'est capital. Parce qu'en fait, votre capacité à analyser les choses, c'est la capacité que vous avez avec le temps long, n'est-ce pas? Mais le temps long, c'est pas simplement le temps de l'information, c'est le temps de l'histoire des hommes. Or, aujourd'hui, dans tous nos systèmes scolaires, l'histoire est le parent pauvre. On a de moins en moins de notions historiques. Et donc, la notion historique, quand vous êtes ignorant de l'histoire et que vous devez répondre dans l'instant, vous êtes doublement aliéné. Vous répondez à l'événement sans la séquence événementielle et vous répondez par l'émotif sans la protection intellectuelle. Et là, l'homme est dangereux. Là, l'homme, il est très dangereux. Sans la perspective historique qui comprend les choses. Et à un moment donné, on vous dit, attention, répondez par oui ou par non. Le média, mais combien de fois ça m'est arrivé? Si vous dites, attendez, oui et, on dit, ah, non. Oui, ou oui, non. Non, oui et autre chose. Mais vous avez bien compris une chose, c'est que la logique de George Bush, qui à un moment donné regarde le monde et nous dit, c'est soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi, c'est exactement sur le plan politique le dispositif que nous pouvons avoir avec les moyens techniques aujourd'hui de prendre un côté ou l'autre. Mais la pensée de la complexité, celle qui était chère à Edgar Morin, la complexité des choses, c'est de pouvoir dire oui et non et peut-être. Ah non, là c'est pas net, c'est ambigu. Mais c'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans cette surdétermination, surmaîtrise du moyen dans l'instant et très peu de la mémoire dans le temps. Et nos éducations deviennent dangereuses de ce point de vue-là. Et pourquoi c'est important? Parce que vous venez à l'île de la Réunion. Vous ne serez sauvé culturellement sur l'île de la Réunion que quand vous vous serez réconcilié avec l'histoire longue qui a fait la richesse de ce pays, de cette île. La mémoire de tous ceux qui ont participé culturellement, imaginativement, créativement à un pays qui, s'il tombe dans l'instant, sera ballotté par les propos hystériques de l'époque. C'est-à-dire, dans l'instant, il faut faire des choix. Et si vous n'êtes pas dans l'air du temps, on vous trouvera... vous serez suspect. Mais la réalité, elle est la réconciliation. Et des fois, je vois des Réunionnais et je discute et j'ai parfois peur que la plus grande illustration de leur perte de sens soit leur perte de mémoire. Et ne pas savoir ce qui a constitué la richesse de ce pays. Et c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut renvoyer à la métropole la richesse de vos mémoires multiples, de votre histoire qui est une histoire multiple.
Vous n'avez de leçon de recevoir de personne sur la laïcité qui va fermer l'identité réunionnaise dans quelque chose d'étriqué qui ne correspond pas. Ah non, c'est autre chose. C'est dans l'autre sens que ça devrait aller. Ça devrait être l'expérience réunionnaise de la diversité. Et là, nous avons tous un problème. Et là, c'est de la même façon, parce que là, j'en parle, mais si vous regardez, même dans les traditions religieuses, même dans les traditions philosophiques, vous apercevez des jeunes qui sont complètement occidentaux, qui sont de complète culture occidentale. Vous leur demandez de la mémoire de la pensée, la mémoire de la philosophie, la mémoire de leur culture, et vous êtes en face d'un vide. Vous êtes en face d'un vide, c'est-à-dire extrêmement rapide avec Internet, complètement perdu avec l'histoire. Et c'est partout pareil. Regardez la conscience musulmane. Ils peuvent aujourd'hui vous dire des fatwas de qui a dit aujourd'hui, à partir d'Internet, la conscience de la longue tradition intellectuelle, légale, philosophique musulmane. Rien du tout. C'est comme si c'était passé par pertes et profits. Et vous regardez, c'est la même chose avec le christianisme, c'est la même chose avec la tradition. Moi, à des moments donnés, quand je vois certains, comment ils réagissent émotivement sur la question israélienne dans leur identité juive, je dis, mais attendez, vous avez réduit cette extraordinaire pensée juive, philosophique, de toute la mystique, à quelque chose qui est la défense d'un État de cette façon-là. Mais vous n'avez plus de mémoire. Parce que la façon dont l'État aujourd'hui colonise est en contradiction avec l'essence même de la pensée juive depuis des millénaires. Non. C'est un propos pour nous tous, parce que là, je suis en train de dire ça à tout le monde, même sur la question de l'humanisme, même par rapport à l'athéisme, même par rapport à ceci, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nouvel athéisme qui tire à vue sur toutes les croyances, où vous voyez, par exemple, moi j'ai eu à débattre avec Michel Onfray, et à des moments donnés, je lui dis, il pose certaines bonnes questions, mais que de réduction, que d'ignorance sur le fait religieux, que d'ignorance sur même le fait philosophique. C'est la caricature de celui qui critique. Donc c'est facile, on caricature qui l'on critique et on casse tout. Ça, c'est même pas du Nietzsche, ça. Nietzsche avait l'élégance de la connaissance, de savoir de quoi il parlait. Et à un moment donné, il dit, bien sûr, vous avez le droit, mais cet athéisme-là, qui est un athéisme de combat, est autre chose que l'athéisme de l'humanisme qui a traversé l'histoire et qui a construit des consciences, qui était un athéisme de la responsabilisation, de la fraternité humaine, qui était pas, qui comprenait pour soi l'absence de Dieu, mais qui n'imposait pas à autrui la destruction du religieux. Ah non, ça c'est autre chose. On n'est plus du tout dans la même démarche. Donc vous voyez ici, je suis toujours dans mon temps. Combien de temps? Très bien. Donc, en l'occurrence, voilà des choses qui sont importantes comme nos défis, ce défi de la mémoire. Et ça commence chez nous. Ça commence chez nous. En d'autres termes, chacun d'entre nous, dans sa famille, parmi les siens, dans son espace d'appartenance, qu'est-ce que l'on donne? Quel temps donne-t-on à la mémoire? Quel temps donne-t-on à la profondeur historique de nos origines? Parce que ça, c'est aussi célébrer des appartenances. Il faut célébrer des appartenances. Et les appartenances plurielles à cette société-là. Parce que même, par exemple, ici, sur votre île, l'hindouisme, le christianisme, l'islam, ça fait partie de la réunion. Est-ce que quelqu'un pourrait imaginer qu'on enlève une partie de cet humanisme athée, agnostique? Mais non. Ça, il faut le célébrer, il faut le penser. Donc, il faut se réconcilier avec la mémoire. Et c'est la conséquence de ce que nous ne ferions pas de ce point de vue-là qui va faire apparaître quelque chose de dramatique. La résurgence des anciens racismes et des nouveaux racismes. Alors, je le sais, tout dans la tradition humaniste, athée et agnostique, s'oppose au racisme. Ça a commencé avec même la pensée de Montaigne, oui, qui parlait des sauvages et qui voulait répondre aux cannibales, mettant en évidence qu'il y avait chez les cannibales, ceux qu'on disait être les cannibales et les barbares, des valeurs qui étaient parfois plus humaines que ceux qui les avaient qualifiés comme tels. Donc il inversait les choses. Et de ce point de vue-là, nous avons dans la tradition juive, nous avons dans la tradition chrétienne, que dans la tradition musulmane, et les traditions humanistes les plus profondes, le refus absolu du racisme. Donc là, nous sommes assis et nous sommes tous d'accord. Maintenant, on va regarder la traduction sur le réel. Les nouveaux racismes. Et les résurgences du nouveau racisme. Alors, on parle de l'antisémitisme, et l'antisémitisme, on le sait, est quelque chose qui a été le traumatisme de l'Europe, et il faut le dire et le répéter, le refus absolu de toute forme d'antisémitisme. Mais le refus absolu de toute forme de racisme contre les Noirs,
contre les Arabes, ou contre les musulmans, ou contre les Roms, ou contre les migrants. Ça, ce sont des conditions sine qua non du vivre et de la dignité. Or, aujourd'hui, dans la globalisation des moyens de communication, quelque chose s'installe qui nous questionne tous. La mort de certains vaut davantage que la mort des autres. Et ça, c'est du racisme. C'est du racisme intégré. Si je compte les miens pour savoir, vous voyez ce qui est en train de se passer en Europe, vous voyez ce qui est en train de se passer avec les migrants, 500, 700, 1000, et on calcule le nombre de personnes qui sont en train de mourir. On a mis moins d'argent pour les protéger au départ des pays, et maintenant on est en train de les voir mourir en mer. Ici, pas loin de chez vous, entre les îles, vous avez un des plus grands cimetières marins aujourd'hui où des gens sont en train de mourir. Et ça aussi, je suis désolé, le racisme, c'est pas de regarder un noir en disant j'aime pas les noirs, ou de regarder un musulman en disant j'aime pas les musulmans. Le racisme, c'est normaliser la mort des autres en pensant qu'ils ont moins de valeur que la mort des miens. Ça, c'est du racisme clair, vécu. Et à partir d'un certain moment, la conscience musulmane qui compterait la mort uniquement des musulmans, ou qui ne se lève ici, à l'île de la Réunion en France, que quand on touche des musulmans, est une conscience qui est une conscience partielle. Elle n'a pris du racisme que la défense des siens. Ceux qui sont noirs et qui ne se lèvent que parce qu'on critique et qu'on est raciste vis-à-vis des noirs font la même chose. Ceux qui le font pour les Roms, ceux qui le font, il faut cesser de lutter contre le racisme uniquement quand il s'agit du racisme des miens. Il faut une alliance des consciences humaines pour défaire tous les racismes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir la montée des partis d'extrême droite, la normalisation du discours populiste, et c'est une nourriture, c'est du pain béni pour les racismes qui s'installent. Un des grands défis de notre époque. Étonnamment, la globalisation qui ouvre le monde développe des identités négatives qui développent un racisme actif, présent. Les identités où l'on se ferme, c'est le chemin ouvert à tous les racismes aujourd'hui. C'est un grand défi, l'un des grands défis de notre époque. Et il est intra comme il est extra-communautaire. Dans les familles religieuses, il y a du racisme. Entre musulmans, il y a du racisme. Entre musulmans d'origine différente, il y a du racisme. Entre réunionnais d'origine différente, il y a du racisme. Avec les nouveaux venus, il y a du racisme. Avec ceux dont on a l'impression qu'ils viennent voler notre pain, il y a du racisme. Les anciennes rengaines de Fernand Reynaud, de ce boulanger qui faisait le pain des Français et qui, quand il est parti, a pris avec lui le pain des Français, qui ne voulait manger que du pain français. Mais il ne savait pas que le pain français, il a été produit par quelqu'un qui était un étranger. Comme les demeures, comme l'économie, comme la culture, comme tout ce qui est et qui fait le destin d'une nation. Les racismes sont un de nos grands défis qui est tout à fait lié aux migrations. Et l'immigration, c'est international. Aucune société peut se prévaloir d'être au-delà des migrations. Pour regarder l'Afrique, vous avez des pays qui sont un peu plus riches et vous avez des migrations. On traite les gens n'importe comment. En passant pour venir à l'île Maurice, juste avant d'arriver, je m'arrête en Afrique du Sud. Et ceux qui se sont battus pendant des années contre l'apartheid des Blancs et qui se sont soulevés et qui ont lutté, tout à coup vous les voyez descendre dans la rue avec des bâtons et aller chercher l'étranger. Vous dites, mais la victime, il ne lui faut rien pour devenir bourreau. Une pensée xénophobe, le roi Zoulou qui ensuite a dit qu'il n'avait pas dit ça, mais la réalité, c'est aujourd'hui un racisme caractérisé, parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas d'emploi, une injustice sociale, une crise sociale. Et ceux qui se sont battus pour dire nous sommes à égalité des Blancs sont en train de trouver de nouvelles victimes et deviennent xénophobes. En Afrique, donc l'Afrique est touchée par le même problème. L'île de la Réunion, la même chose. L'Europe, la même chose. Pour garder la migration en Europe, mais pas simplement de l'Europe avec les gens qui viennent de Libye ou qui viennent de Syrie ou qui viennent de Tunisie, les migrants qui viennent d'Europe de l'Est, le nouvel esclavage de la prostitution des femmes qui sont livrées européennes de l'Est au pire des tractations et de l'esclavage moderne. Mais ce n'est pas terminé, vous allez au Moyen-Orient et vous regardez les États du Golfe et il n'y a pas aujourd'hui que le Qatar, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, tous les États du Golfe, et on le sait depuis bien longtemps, ont utilisé
des migrants et en ont fait des esclaves de leur désir et de la construction. C'est depuis des décennies et tout le monde se tait. Pourquoi? Parce que ce sont nos pays avec lesquels nous avons des alliances économiques. Donc ne nous occupons pas des esclaves qui nous permettent à nous de recevoir l'argent, mais la réalité c'est que cet esclavage-là, il est réel. Vous allez en Asie, c'est la même chose. Vous allez en Chine, le plus grand marché européen, et vous voyez aujourd'hui comment on traite à l'intérieur du pays, comment des gens condamnés à mort sont envoyés en Afrique pour sauver leur condamnation à mort et devenir les esclaves de gens qui sont des trafiquants et des gens qui sont des criminels. L'immigration. L'immigration nous touche tous, et à partir d'un certain moment, on peut rester ici à philosopher sur les grands défis, mais à un moment donné aussi, il faut que nous soyons responsables. Il faut que nous soyons une conscience citoyenne responsable, que nous disions quelque chose sur ces choses-là, mais sans sélection, pas en regardant les migrations des autres. Oui, pas en disant, regardez ce que fait l'Europe et ne pas regarder ce qui se passe au Moyen-Orient, ou ce qui se passe en Asie, ou ce qui se passe ici. Une vision globale, non sélective, juste, cohérente. Ça, c'est aussi un défi, la cohérence, mais un défi en amont. Et juste pour terminer, deux autres points sur lesquels j'aimerais insister dans la migration, c'est un autre défi. Et cet autre défi-là, je le disais par rapport à la globalisation, c'est la culture mondiale. Mais à un moment donné, il faut que nous ayons une vraie résistance. La résistance de nos cultures à nous. Et je vous parlais tout à l'heure du génie réunionnais, et il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans le concert des cultures, ou dans cette culture qui s'impose, est-ce que vous avez une contribution à apporter en matière culturelle, en matière artistique, en matière de mémoire? Et là, tout le monde doit y participer. C'est pour ça que je dis, pour ce qui me concerne, quand je rencontre les citoyens réunionnais français de confession musulmane, je leur dis, écoutez, vous appartenez à ce pays et il faut célébrer avec ce pays sa culture. Ne vous affichez pas comme musulmans dans la différence, soyez réunionnais dans l'appartenance culturelle, dans l'expression de la créativité. C'est de ça dont on a besoin, une nouvelle visibilité. Quand l'extrême droite voudrait vous faire disparaître, apparaissez différemment. Mais apparaissez par tous les moyens qui montrent que vous appartenez à la société. Non pas en sortant votre passeport seulement, mais en montrant à quoi vous participez, c'est-à-dire à la psychologie collective, à la culture commune, au projet commun. Le plus important aujourd'hui, c'est ce que nous allons ensemble. Et vos principes de dignité, que vous soyez hindou, catholique, musulman, ils sont des principes qui ont une communauté de destin. C'est à partir de là. Mais ce ne sont pas des principes qui sont uniquement la règle qui interdit, mais l'expression du bien-être qui permet d'être ensemble, qui permet de traduire quelque chose ensemble. C'est tellement important. Mais malheureusement, même dans nos systèmes d'éducation, ce domaine de la culture, ce domaine de l'expression, ce domaine de l'art, les arts ne sont pas célébrés suffisamment. Et je sais que moi, quand je parlais du nouveau Moyen-Orient après ce qu'on a appelé les printemps arabes et auquel je n'étais pas d'accord, je n'acceptais pas ce terme, j'étais beaucoup plus prudent dans l'appellation. Mais dans les 5 défis que j'ai mis en évidence, même dans la société majoritairement musulmane, c'était la question de l'art, la question de la langue, la question de l'expression et de la créativité. Vous ne vivez pas un espace véritablement démocratique si vous n'avez pas un espace culturel, un espace d'expression artistique, de l'imaginaire commun, de la projection commune. Ça, c'est aussi un grand défi. Pourquoi? Parce que la culture qui nous vient, la culture mondiale qui nous vient, lamine et nos mémoires et nos appartenances. Et ce laminage, il est en train... On pense, nous, qu'on a tous la même culture, mais non, en fait, ça produit ces identités réactives. Et donc, dans ces identités réactives dont je parlais au tout début, eh bien, nous sommes finalement dans l'incapacité de vivre un pluralisme. La résistance culturelle est aussi importante que la résistance sociale. La résistance sociale est aussi importante que l'affirmation de soi. Et ça veut dire, dans l'expression culturelle, admettre que l'on est soi, être confiant, être serein par rapport à ce que l'on est. Et moi, ce que je dirais à chaque Réunionnais, à chaque Français de la Réunion, à aucun moment ne soyez moins ce que vous êtes pour donner l'impression que vous êtes avec les autres. Non, soyez qui vous êtes et construisez avec les autres cette société du pluralisme, cette société de la diversité des mémoires, mais qui se prend en charge.
Et vous comprenez bien, c'est ce que je vous disais, que chacun, dans ses grands défis contemporains, doit partir de ça, son élément d'appartenance. Que ceux qui sont dans la salle de tradition humaniste athée, ou humaniste agnostique, ou humaniste chrétienne, ou humaniste juif, ou humaniste hindou, ou humaniste bouddhiste, ou humaniste musulman, se posent la question de partir de là où elle ou il est, pour se poser ces vraies questions-là. Parce qu'on le veuille ou non, nous avons apporté ceci ensemble. Et ça amène à un dernier défi. Enfin, il y en a deux autres, mais il y en a un qui est important. C'est celui qu'il ne faudra pas minimiser. Dans l'ère de la globalisation, il y a aussi toute une question de fond qui se pose dans nos appartenances. C'est la question du genre. C'est la question de l'homme et de la femme. Parce qu'aujourd'hui, il faut poser ces questions-là et poser des questions qui sont claires, parce qu'on ne peut pas non plus, au nom de la spécificité culturelle et religieuse, accepter les discriminations. On ne peut pas. Mais on ne peut pas non plus, au moment où on refuse des discriminations, commencer à tout laminer en disant que tout est égal à tout. Et là, c'est aussi des vraies questions. C'est des vrais débats qu'on doit avoir en société. Ces idées, par exemple, de dire l'égalité entre l'homme et la femme doit être un fait. Ça ne veut pas dire que la similarité est un fait aussi clair. Cette idée que finalement nous ne sommes que des constructions sociales, il y a du vrai dans le fait que nous sommes des constructions sociales, mais il y a des vraies différences entre une femme et un homme. Nous sommes égaux en droit, nous devons l'être en salaire, mais nous ne sommes pas similaires en être. Et à partir du moment où on comprend l'égalité sans la similarité, la confusion, où plus finalement on ne sait plus ce que... Je veux dire qu'on puisse remettre en cause la famille est une chose, que finalement il n'y ait plus de genre, plus de particularité, plus tout est égal à tout dans ce débat-là, c'est une vraie question qu'il va falloir regarder en face. Il va falloir la regarder en face, cette question-là, parce qu'il en va aussi de la question de l'éducation, il en va aussi de la question du rapport à l'enfant. C'est une question majeure, ceci. Et que ça rentre dans nos écoles en catimini sans qu'on ne pose pas la question aux acteurs de la société, c'est aussi un problème. Il ne faut pas, sur ces questions, une discussion hystérique. Il faut une discussion sage, une discussion profonde. La reconnaissance est le fondement de l'égalité. Et ça, toutes les communautés humaines doivent se poser ces questions-là. Personne dans cette salle ne peut dire que quelque part dans le monde, l'égalité est un acquis. Non, c'est encore une lutte. Et ne serait-ce déjà que dans les salaires. Mais à partir du moment où on a dit ceci, il faut se poser la question de comment défendre l'égalité sans confondre les identités du féminin et du masculin. Ça, ce sont des questions de fond. Sinon, on n'aborde pas ces questions-là et on peut se perdre. Et là, ce sont des questions qu'il faut qu'on aborde. Et ça m'amène à cet élément. Je suis désolé, j'avais dit que j'en avais deux, mais celui-ci est imbriqué dans l'autre. Le dernier élément qu'on ne peut pas ne pas discuter, et il faudra le discuter comme tel, c'est celui de la violence. C'est un des grands défis aujourd'hui. Et alors, au premier rang, aujourd'hui, quand on parle de la violence, immédiatement, ce qui nous vient à l'esprit, parce que c'est une réalité factuelle, quantitative. Dès qu'on parle de violence aujourd'hui, dès qu'on en parle, donc la perception, c'est que c'est lié souvent aux musulmans à travers le monde, et que les foyers touchent majoritairement les pays musulmans. Ce qui, dans les faits, en fait, en termes de calcul sur les éléments de la violence, n'est pas vrai. Si vous regardez les violences à travers le monde, ce n'est pas forcément les musulmans qui les produisent le plus, mais c'est la perception. Mais quand il y a une perception médiatique, c'est qu'il y a une orientation des médias sur ces violences-là. Et là aussi, à un moment donné, il faut que notre refus de la violence se marie avec une étude des causes de cette violence structurelle. La condamnation de la violence assise sur une chaise à la réunion en disant « je condamne ci, je condamne ça », ou alors cette espèce d'assignation que l'on a, vous musulmans condamnés, on passe son temps à condamner, on passe son temps à passer dans les émissions en disant « l'islam c'est pas ça, je condamne », c'est bien joli tout ceci, mais à un moment donné, il faut s'arrêter ensemble et se poser la question de savoir des causes de la violence. Parce que les hommes ne naissent pas violents comme ça, les musulmans ne sont pas violents par essence, ou alors en arriver à ceux qui aujourd'hui essayent de nous vendre l'islam est violent intrinsèquement. Le problème c'est l'islam. Et donc ça c'est comme si on disait qu'une civilisation est violente par elle-même. Le fait est qu'aujourd'hui, la domination occidentale a produit plus de morts que tout ce que l'on voit aujourd'hui dans les médias. Ça, c'est une réalité.
Et si on regardait, ne serait-ce que dans le boycott qui a fait 500 000 morts en Irak, un boycott qui a été décidé par un des présidents le plus respecté des dernières 2 générations aux États-Unis, c'est le président Bill Clinton. 500 000 morts par la décision d'un boycott, plus encore qu'à ce qu'a fait Bush. Et à l'heure où je vous parle, le président actuel des États-Unis a décidé de son autorité dans son administration de multiplier par 400 l'usage de drones qui tuent les civils dans les pays du Moyen-Orient. 400 fois plus que Bush. 400 fois plus que Bush de drones qui se partent avec l'autorisation de ce président qu'on nous avait présenté comme l'honneur de la nation, premier président noir African-American, africain et américain, et prix Nobel de la paix. Ah, ça, fallait le faire. Ça, quand même, ça a été quand même grand. Et quand on dit comment, déjà, prix Nobel de la paix, oui, pour ce qu'il nous propose. Ah, c'est beau. Il nous avait proposé la fin de Guantanamo, rien du tout. Il nous avait proposé une nouvelle politique de relations avec le Sud, rien du tout. Il nous avait proposé moins de violence, rien du tout. L'arrêt et une nouvelle politique au Moyen-Orient, rien du tout. Une nouvelle politique en Irak, rien du tout. Que du verbe. Le président, prix Nobel de la paix du verbe. C'est ça, la réalité qu'on a. Mais nous aussi, à partir d'un certain moment, on peut critiquer ça. Mais il faut aussi qu'on se pose des questions à partir de nos appartenances. Que faire aujourd'hui pour non pas simplement dénoncer la violence, mais monter aux causes. Et pas les causes de l'autre. Pas les causes de l'autre. La conscience musulmane contemporaine doit regarder en face le fait qu'il y a un discours musulman aujourd'hui qui propose et qui justifie la violence. Il faut le dénoncer, il faut le déconstruire et il faut le marginaliser. Ça, c'est un élément qui est important. Mais on doit tous faire la même chose. Nos causes à partir de nos appartenances. Quand on est aujourd'hui, quand on présente par exemple la France comme si elle n'était pas en conflit à travers le monde, c'est pas vrai. La France a des positions politiques en Afrique, au Moyen-Orient. Il faut qu'on en parle. Bien sûr qu'il faut condamner ce qui s'est fait dans les rues de Paris, mais on ne peut pas tout le temps déconnecter l'un de l'autre quand quelqu'un vous dit « votre politique, on la questionne », il faut la questionner constructivement, mais profondément. La politique française commet, et la présidence ou le gouvernement français commet des erreurs, et il est de la responsabilité des citoyens, comme Français, loyal à la France, d'être critique. Ça, c'est ce que j'ai toujours appelé la loyauté critique. C'est-à-dire, ma critique, c'est la preuve que je suis loyal. Je trahirais la France si j'acceptais que le gouvernement français puisse ne pas respecter les principes qu'il y défend. Je trahirais mon pays si j'étais pour ce que la France peut faire. Non, 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 non. Ça, il faut le faire vraiment. Ça, c'est le combat quotidien. C'est pas on applaudit, disparaît, puis après on disparaît 10 ans. Non, c'est un combat d'électeurs. C'est un combat de citoyens. Et donc ça aussi, c'est un élément. Donc si vous voulez... Les défis sont nombreux. J'ai essayé de parcourir très très rapidement. Je suis désolé, je n'ai pas tout couvert. J'ai essayé de mettre en évidence des pistes, mais et c'est ça que j'aimerais vous dire. Ma conclusion, elle est celle-ci. Mon but, c'était les grands défis contemporains qui nous concernent tous dans notre accès à l'universel en respectant nos singularités. Et l'universel, ça n'est pas la négation de la singularité. L'universel, c'est ce à quoi c'est ce que nous atteignons quand nous respectons nos singularités et quand nous sommes critiques par rapport à nos modes de pensée de l'intérieur et que l'on s'ouvre à ceci. C'est-à-dire la singularité perçue comme une identité ouverte au débat et non pas négative dans l'altérité. C'est-à-dire ouverte, c'est-à-dire oui, j'ai une singularité. Mais bien sûr, moi je suis un intellectuel. Tout le monde le sait, en France en particulier. On a intellectuels musulmans. Et d'ailleurs, même dans certaines émissions, il faut m'inviter que quand on parle de l'islam. Il ne faut pas me parler d'économie, il ne faut pas me parler de... Il y en a un d'animateur français qui m'a un jour invité à une émission, il m'a dit, tu sais quoi, tu ne vas pas parler d'islam du tout. Je ne veux pas que tu parles d'islam. Tu parles de tout le reste. Et moi, j'étais content. Je suis allé, première réaction des musulmans, mais qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Qu'est-ce que tu es allé faire dans cette émission? On n'y parlait pas d'islam. Même les musulmans ont intégré. Toi, tu parles que de ça. Il a nous auto-réduire à une identité qui est une identité négative. Et ça, c'est un problème. Quand nous n'arrivons pas à sortir de ces appartenances. Donc de là où je parle, c'est de nous inviter chacun, à partir de nos singularités, d'une identité qui est sereine, mais qui est ouverte parce qu'elle est sereine, à relever les défis de notre époque. Je vous remercie.